et bienvenue sur le plateau de l'heure du candidat. Ce soir, nous recevons un homme qui a beaucoup évolué dans le milieu associatif. C'est un chef d'entreprise qui veut briguer la magistrature suprême. Il est le candidat du mouvement africain des peuples, M. Victorien Barnabé Wenkouni Tougma, est l'invité de ce soir. Il est sur le plateau. Bonsoir, M. Tougma. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. Tout de suite, la présentation du candidat du jour. À 42 ans, le candidat Victorien Barnabé Wenkouni Tougma fait partie de la jeune pousse de la sphère politique burkinabé. Il est l'un des plus jeunes candidats de l'élection présidentielle du 29 novembre 2015. Marié, père de 3 enfants, son entrée en politique est très récente. Le parti politique Mouvement africain des peuples, qu'il fonde à peine 5 ans d'existence. Dans un milieu politique réputé impitoyable où l'expérience est un atout indéniable, le candidat du MAP ne considère pourtant pas son inexpérience comme un handicap. Au contraire, il pense que les trop longues années de combat politique ont entraîné certains candidats à tomber dans des compromissions. Pour lui, le peuple a besoin de sang neuf, d'un souffle nouveau, qu'il se sent tout à fait capable d'incarner. Cet optimisme, il le puise peut-être dans l'exercice de sa profession. C'est un homme d'affaires. Une discipline où, comme dans la politique, il faut une bonne dose de persévérance pour s'imposer. Titulaire d'un Doc 2 en droit, puis d'une licence en logistique, il prépare en ce moment son mémoire en ingénierie logistique. Une fois dans les affaires, il fait l'acquisition d'une boulangerie, puis d'une station de lavage moderne. Aujourd'hui, chef d'exploitation et associé de la Société de Transit et Services STS, c'est dans son militantisme avéré dans le milieu associatif qu'il va fourbir ses armes pour entrer en politique. Victorien Tougma est membre de plusieurs associations, notamment le Rotary International, la Jeune Chambre internationale dont il fut le président national en 2008, avant d'en être le vice-président mondial en 2009. Après avoir fondé le MAP en juillet 2011, il fait sa première expérience élective 1 an plus tard, lors des élections municipales de 2012. Il est élu conseiller municipal du village de Darigma, commune rurale de Bagaré, dans la province du Passoré. Pour les échéances de novembre 2015, il est également candidat député dans sa province. Son programme de gouvernance fait la part belle aux jeunes et aux femmes. D'ailleurs, il entend nommer une femme Premier ministre si le 29 novembre au soir, il est élu président du Faso. Victorien Tougma, candidat du mouvement africain des peuples MAP, est l'invité sur l'heure du candidat ce soir. Alors, Monsieur Tougma, votre programme baptisé Bâtir ensemble le Burkina Faso, ça ressemble quelque peu aussi, ça nous rappelle aussi un autre programme. Hein? Lequel? Un programme du président parti, Bâtir ensemble un Burkina émergent. Ah non, pas du tout. Pour nous, nous disons tout simplement qu'on n'a rien à voir avec le président sortant ou partant de l'ancien régime. Nous, quand nous avons créé le mouvement africain des peuples, notre slogan c'est « Bâtir le Faso et unir l'Afrique » parce que nous sommes un parti panafricaniste. Bâtir, pourquoi? Parce que le Burkina Faso est un pays qui a un potentiel extraordinaire. Quand vous parcourez le Burkina d'est en ouest, du nord au sud, vous voyez que nous ne sommes pas pauvres comme nous le croyons. Maintenant, il y a des constats qui sont là, c'est qu'il y a le chômage massif des jeunes, il y a la misère des femmes, il y a la souffrance des personnes âgées et il faut qu'on arrive à aller au développement. Donc c'est pour ça qu'on met l'esprit de bâtir. Maintenant, on ne peut pas construire un pays seul. Vous voyez que le symbole de notre pays, de notre parti, c'est la case. Chez nous en Afrique, une seule personne ne peut pas poser le toit d'une case. C'est ensemble qu'on soulève le toit d'une case pour le poser. Donc, ensemble, on peut faire le développement. Pour être ensemble aussi, cela veut dire qu'on est réconcilié, qu'on est dans la paix et qu'il y a un bon vivre ensemble. Donc vous voyez qu'il y a une logique et une cohérence dans notre programme de société pour que le Burkina Faso puisse se développer et être un pays qui compte dans le Conseil des Nations. Et pour nous, le Conseil des Nations, ça passe d'abord par une unification de l'Afrique, notamment une fédération de l'UEMOA d'ici 2025. Avant de parcourir votre programme, on vous voit sur le terrain au cours de cette campagne, fait dans la proximité. Ça relève de quoi cette démarche? Mais c'est la logique même, vous avez 2 logiques. D'abord parce que le mot même campagne veut dire qu'il faut quitter la ville pour être plus proche des citoyens. La deuxième logique, c'est que nous sommes en démocratie et que le pouvoir appartient aux citoyens.
nous demandons ce pouvoir-là pour être au service du citoyen. Je vous donne un exemple simple. Quand vous voulez prêter quelque chose à quelqu'un, vous ne l'invitez pas à venir vers vous. Vous partez vers la personne pour lui demander de vous prêter cette chose. Et ce pouvoir que le citoyen détient, pendant très longtemps, il a cru que ce pouvoir appartenait à une certaine élite. Parce qu'on les convoquait à des meetings, et même que sa voix parfois n'était pas prise en compte parce qu'il y avait de la fraude électorale. Donc nous partons vers le citoyen pour le sensibiliser, pour qu'il comprenne que c'est lui qui a le vrai pouvoir au Burkina Faso, que nous sommes juste là à son service, prendre ce pouvoir-là, aller à Kosiam, travailler pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse sortir de sa misère. C'est pour ça que nous avons choisi la campagne de proximité. Et il me revient que beaucoup de candidats, pendant cette dernière semaine-là, sont maintenant dans cette dynamique de faire des marchés hier, de s'arrêter au bord de route. C'est pour dire que nous avons eu raison de dire qu'en faisant cette élection, nous voulons surtout gagner la bataille des idées. Parce que c'est le plus important pour développer le Burkina Faso. Est-ce que ça ne relève pas plutôt d'un problème de moyens? Non, bon, les moyens, vous savez, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de certains partis politiques qui sont des anciens dignitaires du régime et qui ont un passé beaucoup plutôt un peu louche. Mais nous disons qu'il ne faudrait pas faire des meetings pour juste rassembler les gens, les transporter avec des cars, les amener vers vous avec des motivations. On sait que tout cela a été interdit par la loi. Mais il y a des gens qui continuent à faire ces pratiques-là pour juste remplir des stades et se faire plaisir. L'ancien régime l'a fait, malgré tout, il est tombé. Nous préférons utiliser l'argent des grandes affiches et de ces grands meetings-là. Qu'on soit élu ou pas, ça peut nous servir à prêter de l'argent à 2 ou 3 jeunes, à 2 ou 3 femmes pour qu'ils puissent aller au développement. Donc ça, c'est notre philosophie. Des affiches, vous en avez aussi? Oui, mais pas les quantités que vous voyez. C'est juste le minimum qu'on a fait pour faire plaisir à nos militants. Si vous regardez, nous avons beaucoup plus de petits papiers que nous distribuons dans les marchés hier et un peu dans la campagne de proximité. Et ce n'est pas très coûteux. Parce que quand vous voyez certaines personnes qui passent le temps à dire que le Burkina est un pays pauvre, ils sont en train de faire une campagne à l'américaine. Je trouve qu'il faut être cohérent. On ne peut pas à la fois dire qu'on n'a pas les moyens et mettre autant d'argent pour la campagne. Cela nous appelle à dire qu'il faudrait qu'une fois que nous allons être à Kosiam, qu'on puisse plafonner les dépenses de campagne. Parce que véritablement, ce n'est pas normal qu'on mette autant d'argent pour aller à la conquête du pouvoir, alors qu'à côté, on sait que le pays a besoin de plus de ressources pour la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, des femmes, pour le développement. On sait qu'il y a du financement occulte quelque part? Mais on n'a même pas besoin de le dire. Il y a du financement occulte. Ceux-là qui sont les plus présents dans cette campagne électorale, ce sont les anciens dignitaires du régime déchus. Donc cela veut dire que les biens mal acquis, qui sont une réalité pour notre pays, mais nous soupçonnons que certaines personnes utilisent justement les biens mal acquis qu'ils ont pris de la poche de chacun des Burkinabés pour partir de cette campagne et rester au pouvoir, justement pour perpétuer l'impunité et ne pas répondre de leurs actes. Parce qu'il y en a qui ont fait 30 ans de pouvoir au Burkina Faso, qui n'ont rien apporté et qui sont toujours là à vouloir donner quelque chose. Nous pensons que cela est impossible. Mais pourquoi ils sont candidats? Tout simplement parce qu'ils veulent préserver leurs biens mal acquis et perpétuer l'impunité, ce qui n'est pas possible. Parce que les gens ont une mauvaise lecture de ce qui est passé, ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre et le 16 septembre. Les jeunes sont sortis pour dire qu'ils ne veulent plus que le Burkina continue comme ça. Mais il y en a qui pensent que c'était uniquement pour dire à Blaise Compaoré de partir. Non, c'est pour dire à toute une génération qu'on ne peut plus continuer à dilapider les ressources du pays. Il faut une autre génération pour gérer véritablement ce pays. Et c'est ça votre combat, un changement générationnel? Il faut une alternance générationnelle. Cela même est d'ordre naturel. Nous l'avons dit depuis longtemps quand le président même Compaoré était là, que même à la fonction publique et même dans le privé, à la retraite, à un moment donné de sa vie, on n'a même plus la force pour travailler. Vous regardez un peu les grands pays à travers le monde, que ce soit les États-Unis, Obama est arrivé au pouvoir à 47 ans. Les François Hollande sont arrivés pratiquement au même âge. En Italie, c'est un jeune de 42 ans qui est arrivé au pouvoir. Donc c'est pour dire qu'il faut de la vitalité pour faire même le développement. Et là, nous avons des personnes qui sont là depuis 30 ans, qui ont fait leurs preuves. Et leur preuve, c'est un échec puisqu'on a abouti à une insurrection. Et les mêmes reviennent nous dire que pendant qu'on était au pouvoir, on n'a pas pu faire des choses. Maintenant, donnons-nous le pouvoir pour qu'on puisse les faire.
Ça n'a même pas de sens. C'est parce qu'on est au Burkina Faso et que la justice même ne fonctionne pas correctement. Sinon, certains candidats devaient être devant les tribunaux et ne pas être candidats avec nous pour compétir. Alors, la gouvernance Tougouma, ça va ressembler à quoi? Vous dites que vous voulez mettre de l'exemplarité, vous voulez une république exemplaire. Absolument, parce que le talon d'Achille de notre pays, c'est que la justice ne fonctionne pas correctement. Mais avant cela, il faut réconcilier les Burkinabés parce que nous sommes divisés pour pouvoir aller à l'unité, à la paix et à la stabilité. Après cela, il faut réformer la justice. Il faut réformer la justice pour qu'elle soit une justice de proximité, pour que tous les Burkinabés soient traités à la même enseigne. Parce qu'il n'est pas normal que d'autres personnes aient des avantages indus et que d'autres se sacrifient et qui n'ont rien parce que notre pays nous appartient à nous tous. Et l'exemplarité doit venir du sommet de l'État. C'est pour ça que nous disons qu'une fois à Kosiam, le premier exemple, c'est de réduire les salaires du président du Faso, des ministres, des présidents d'institutions et des députés de 30%. Nous allons aussi réduire les fonds spéciaux de 50% pour que symboliquement les Burkinabés comprennent que s'il y a la misère, ça touche d'abord la tête de l'État. Après cela, maintenant, on peut avoir rétabli l'autorité de l'État pour que les Burkinabés aussi comprennent que s'ils ont des droits, ils ont des devoirs. Hier, moi, je revenais d'un voyage, je suis arrivé vers le rond-point de la Patte d'Oie. Il y avait les services de police qui contrôlaient, notamment la BAC et puis la police nationale. Et j'ai vu des véhicules devant moi, un taxi et puis un véhicule RAV4 qui ne se sont pas arrêtés. Je me suis arrêté, j'ai demandé, c'est moi que vous voulez arrêter? Les policiers ont dit non, mais on arrête tout le monde et puis vous êtes arrêtés. Donc ce n'est pas normal. Il faut que les citoyens soient responsables, surtout avec l'environnement qu'on a actuellement d'attentats terroristes. Quand la police veut faire son travail, le citoyen aussi doit respecter la loi, donner un peu de temps au contrôle pour permettre, n'est-ce pas, à nos forces de défense et de sécurité de nous protéger. Donc voilà un peu l'exemplarité au niveau de la République. Ça doit venir de la tête de l'État pour que ceux qui sont en bas là voient comment l'État est gouverné et qu'eux aussi ils suivent le pas. Et pour vous donc, toutes ces personnalités doivent faire dans la simplicité, dans leur manière d'être? C'est parfaitement cela. Vous savez, si le président Thomas Sankara a mobilisé les énergies des Burkinabés, c'est parce qu'il vivait comme des Burkinabés. Et du reste aussi, je profite de dire que c'est parce qu'il était jeune. Beaucoup de gens ne savent pas que Sankara est arrivé au pouvoir à 34 ans. Quand on est jeune, on a envie de changer vraiment les choses, on a envie de se sacrifier, on a cette énergie-là. Oui, la simplicité, vivre comme les Burkinabés, ça doit être le modèle du président du Faso. Parce que le président du Faso, c'est comme un chef de famille. Nous tous qui sommes des chefs de famille, si nous arrivons chez nous, après avoir travaillé, nous devons nous rassurer d'abord que nos enfants ont bien mangé avant de manger, alors que c'est l'inverse qui se passe actuellement. Ceux qui sont au sommet de l'État mangent d'abord avant de vérifier que le peuple a mangé. Ça ne peut pas continuer. C'est ça qui a amené les révoltes et on ne peut pas continuer dans ce sens. Vous dites, vous, au pouvoir, ça va être une lutte farouche contre l'impunité, la fraude fiscale, la corruption? Absolument. Je vous dis que les premières mesures aussi, c'est la création de 2 tribunaux spéciaux. Un tribunal spécial contre les crimes de sang. Thomas Sankara est mort depuis 27-28 ans. On ne sait même pas où il est enterré. On est toujours dans des tests ADN. Je ne parle pas du jeune Dabo Boukari aussi qui est mort. On ne parle pas de Norbert Zongo qui est mort dans des conditions vraiment difficiles. Mais pourquoi on ne peut pas régler tous ces crimes de sang? La commission de réconciliation a dit qu'il y a plus de 5000 crimes. Donc, un tribunal spécial pour s'occuper des crimes de sang avec les moyens. Un autre tribunal spécial sur les crimes économiques. Parce qu'il y a beaucoup de ressources qui ont été pillées dans ce pays et les gens ont l'impression qu'il n'y a rien. Malgré l'insurrection, on voit toujours de l'arrogance dans le comportement de certains hommes politiques qui pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Certains même disent qu'on a mangé avec le diable, mais nous ne sommes pas le diable. Dans le Burkina, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à tenir ce genre de propos. Donc, il faudrait que tout le monde rende compte pour que non seulement on puisse récupérer l'argent qui a été volé pour mettre dans le développement et faire en sorte qu'aucun Burkinabé ne soit encore tué parce que, pour ses opinions, et faire en sorte que ceux qui volent l'argent de ce pays-là sachent qu'ils peuvent le faire, mais ils seront traqués et qu'ils rendront compte. Comme ça, on pourra avoir une république exemplaire où les gens vont comprendre que si on a du mérite, on peut réussir. Parce que le mérite ne peut pas exister quand il y en a qui ont des avantages indus et que d'autres
sont déjà désavantagés dès le départ. Ça veut dire quoi? Victorien Tougma au pouvoir, vous allez remonter dans le passé pour ressortir les dossiers de crimes économiques? Mais ce n'est pas remonter dans le passé, c'est une évidence même. Si on veut sanctionner ceux-là, si on veut dissuader ceux qui veulent voler maintenant, il faudrait qu'il y ait un exemple. Parce que vous savez, l'homme est ce qu'il est. S'il a toutes les facilités du monde, il y a peu d'hommes qui vont juste vouloir travailler sur ces et respecter les règles. Mais si on sanctionne les crimes économiques, des crimes comme le cas de Giro ou d'autres cas, vous savez que quand la transition est arrivée, on a vu qu'il y a des routes qui n'ont pas été bien faites, il y a des avenants indus qui ont été faits. Ça, c'est des dossiers vraiment simples à traiter, qu'on ne traite pas. Il y a des barrages qui ont été construits, parfois même on a fait la réception, on a payé l'argent, mais rien n'a été fait. Mais on ne peut pas continuer dans ce sens. Nous, notre génération doit être la génération qui donne l'exemple, qui se sacrifie. Ça doit être la génération qui fait le développement. Nous ne sommes pas là pour régler des comptes. Moi, à la limite, si quelqu'un est prêt à voler 1 milliard, 2 milliards, s'il est prêt à rendre les 2 milliards et aller se reposer quelque part pour continuer à travailler, on prendra l'argent, on ne va pas encore aller le nourrir en prison parce que ça va nous faire des charges supplémentaires. Maintenant, ceux qui ont tué doivent avoir le courage de demander pardon à la nation. Et ensemble, comme en Afrique du Sud, on peut se pardonner et puis se réconcilier. Mais il faut que la justice passe. C'est une étape indispensable pour la réconciliation et le développement de notre pays. Vous, au pouvoir, vous dites tout de suite c'est une femme comme Premier ministre. Mais c'est tout à fait normal parce que tout le monde parle du genre. Mais qu'est-ce qu'on fait des femmes? Nous disons qu'il y aura la parité homme-femme au gouvernement. Si on a 20 ministres, il y aura 10 hommes, 10 femmes. Et la tête sera donnée à une femme. Il faut faire comprendre à ces femmes-là qui sont la majorité dans notre pays et qui font un travail extraordinaire. Parce que moi, je le dis sans... Des femmes compétentes. Oui, mais les femmes compétentes, même les femmes dans les foyers, vous savez, c'est les premières à se lever, les dernières à se coucher. Nous savons tous des femmes, nous voyons le travail qu'elles font. Et une femme à la tête du gouvernement, moi, je pense qu'on aura des résultats. Maintenant, si elle vient et qu'elle n'a pas de résultats, elle sera remplacée par une autre femme. Ce n'est pas un problème puisque c'est les résultats qui vont compter le plus. Mais je crois que ceux qui connaissent le Burkina Faso savent qu'il y a des femmes de qualité. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas voulu les mettre à cette place que jusqu'à présent, on n'a pas eu de Premier ministre femme. Visitons à présent votre politique sociale. Sur le secteur de l'éducation, par exemple, qu'est-ce que vous comptez apporter comme mesures urgentes pour régler tous ces problèmes, toutes ces réformes qui ont du mal à prendre, hein? C'est vrai, on reconnaît, c'est pas des réformes, les réformes en soi ne sont pas mauvaises, mais en vérité, dans la pratique, dans la mise en œuvre, il y a des préalables qui n'ont pas été respectés. Et du coup, on se retrouve confronté à une situation, on ne sait pas comment en sortir. Vous, au pouvoir, qu'est-ce que vous faites très vite pour régler ces questions-là? D'abord, l'éducation, il faut comprendre que c'est la formation de l'être humain dans son ensemble. D'abord, commençons par les valeurs. Donc, on va réintroduire au niveau du scolaire, du primaire, l'éducation civique, l'éducation sur les valeurs africaines qui sont la solidarité, l'hospitalité, le respect de l'autre. Parce qu'il a manqué ces valeurs-là que d'autres sont devenus des gens corrompus et des criminels beaucoup plus tard. Donc, faisons vivre ces valeurs au niveau d'abord du système éducatif. Parce que éduquer un homme, c'est d'abord cela. Ce n'est pas juste aller le scolariser. Après, maintenant, nous allons voir la réforme du système scolaire. Faire en sorte que d'abord, partout au Burkina Faso, tous les enfants, surtout les jeunes filles, aient la chance d'aller à l'école. Parce qu'on ne peut pas savoir qui est celui qui a le potentiel le plus élevé pour aller au développement. Si nous sommes autour de ce plateau, c'est parce qu'on a eu la chance d'être allé à l'école. Peut-être qu'il y a des gens meilleurs que nous qui n'ont pas eu cette chance-là et qui ne pourront pas être candidats, alors que c'était eux la solution du Burkina Faso. Donc moi, j'attache vraiment du prix à ce que tout le monde puisse aller à l'école. Donc, il faut accompagner. Normalement, la gratuité à l'école primaire, vous savez que selon les recommandations de l'UNESCO et selon la loi, on doit avoir la gratuité, en tout cas l'obligation jusqu'à 16 ans, d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Il faut accompagner ces mécanismes. Nous sommes un pays qui n'a pas beaucoup de moyens. On ne peut pas dire qu'on fera la gratuité pour tout le monde. Nous allons alléger en tout cas le coût de l'école parce qu'actuellement, si vous avez 2 ou 3 enfants scolarisés, c'est pratiquement intenable avec les salaires que nous avons. Donc cela appelle à la construction d'infrastructures de ressources humaines. Maintenant, pour ce qui est du secondaire, nous disons qu'il faut la professionnalisation des parcours scolaires. Il n'est pas normal que dans notre environnement actuel, où on produit beaucoup de déchets
et de chômage que quelqu'un sorte à partir de la 3e sans avoir appris un métier. Je prends un exemple, si vous êtes de la Boucoule du Moun, on va faire en sorte qu'à partir de la 3e, vous ayez un CAP parallèlement à votre formation d'enseignement général en agriculture ou en élevage pour pouvoir accompagner le développement de votre région, pourquoi pas la petite unité de production familiale. Si vous êtes en ville, comme Ouagadougou ou Bobo, vous pouvez apprendre un métier comme la soudure, la menuiserie ou bien la plomberie ou l'électricité. Ce qui fait qu'une fois avoir arrêté vos études, vous êtes prêt à l'emploi. Et c'est la même méthode que nous allons appliquer au niveau de l'université. Avant d'en arriver à l'université, effectivement, vous parlez de cette professionnalisation déjà au niveau du secondaire. Mais l'éternel problème, c'est que déjà, il y a des exemples, on forme déjà un peu dans ce domaine, mais c'est l'opérationnalité. Tu vois, on forme des jeunes qui ne sont pas opérationnels à la fin de leur formation. Mais il faut les former et on viendra après avec la dynamisation de l'économie. Si l'économie est dynamique, il faut donner des outils à ces jeunes-là après de s'organiser, créer des petites et moyennes entreprises et aller au développement. Parce que l'économie, c'est tout un ensemble. Pour que l'économie tourne, il faut que le citoyen ait quelque chose dans sa poche pour aller à la consommation. Si ces jeunes-là n'ont pas d'emploi, c'est parce que tout simplement, il y a beaucoup de misère. Si vous formez des plombiers et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent avoir des circuits de plomberie à la maison, des maisons construites où il faut de la plomberie, ils vont chômer. Ces gens-là ne peuvent pas le construire parce que tout simplement, ils n'ont pas aussi les moyens. Donc c'est tout un ensemble qui va nous ramener à l'agriculture qui emploie la majorité des Burkinabés alors que les paysans sont les plus pauvres. Mais comme la question concerne l'éducation, je prends la question de la professionnalisation. Maintenant, la question de l'emploi appelle au développement de l'économie. Donc ça va toucher à l'agriculture, ça va toucher à l'élevage, ça va toucher aux mines, ça va toucher à l'industrie, au commerce. Voilà, en fait, pour revenir sur cette formation professionnelle, je prends le cas de l'exemple du centre de référence de Zignaré, où il n'y a pas très longtemps, les jeunes ont fait un sit-in là-bas parce qu'ils sortent avec des diplômes qu'ils ont du mal à vendre sur le terrain. Mais c'est ce que je vous dis. Il y a un problème même de qualité de la formation qui se pose. Mais donc, s'il y a un problème de qualité, il faut améliorer la qualité de la formation à travers la coopération. Où nous pouvons, vous savez qu'à Zignaré, on a des coopérants qui viennent nous accompagner. Il faut mettre l'accent aussi à ce niveau pour que les gens soient bien formés. On peut le faire aussi au niveau sous-régional. Si vous regardez par exemple à Ouagadougou, beaucoup de chantiers, les maçons sont des gens qui viennent des pays côtiers. Mais ça veut dire qu'on peut faire une coopération sud-sud aussi pour avoir beaucoup plus de qualité de formation à ce niveau. Voilà. Donc, sur la question de l'enseignement supérieur, effectivement. Ouais, pour la question, avant d'aller à l'enseignement supérieur, vous voyez qu'on a mis en place le continuum, vous l'avez dit, les moyens n'ont pas été mis en place pour que ce continuum va plus marcher. Donc nous allons vraiment supprimer le continuum, répartir à l'ancien système en attendant de mieux nous préparer pour le voir. C'est réaliste, les partenaires ont déjà injecté des fonds. Ça serait difficile, soyons réalistes, de revenir en arrière. La réalité, c'est que quand quelque chose ne marche pas rapidement, il faut changer de procédure. Sinon, si on reste là à buter... Sous Blaise Compaoré, on a dénoncé le continuum, le LMD, mais on pensait que sous la transition, on allait pouvoir changer, mais visiblement, on ne peut pas. Non, ce n'était pas le rôle de la transition. Maintenant, nous disons que le LMD, le système, le continuum ne marche pas, c'est un constat général. Si on le garde encore 2-3 années, vous allez voir que ça va être une catastrophe pour toute cette génération qui est en train de faire des études. Mais donc, en vérité, le continuum en soi n'est pas mauvais, c'est pertinent, cette façon de voir un peu l'évolution du système éducatif. C'est la mise en œuvre. Vous supprimez carrément ou vous suspendez le temps de mettre les moyens? On revient à l'ancienne méthode qui permet aux enfants d'aller tranquillement à l'école, de passer leur CEP et de continuer. Et on les accompagne avec des infrastructures. Là où l'État a démissionné, c'est dans les infrastructures et la formation des maîtres. On a un peu sous-traité ça avec le secteur privé sans suivre. Le privé est indispensable pour essayer de résorber une bonne partie de l'enseignement, que ce soit au primaire ou au supérieur. Mais l'État ne peut pas démissionner dans un secteur aussi fondamental que le savoir. Parce qu'aujourd'hui, si les États-Unis sont une première puissance, si la Chine est en train d'émerger, si le Japon a émergé, c'est quoi? C'est une économie du savoir. Si Bill Gates était un Burkinabé, imaginez le nombre de milliards, on parle de problèmes dans le continuum, dans le LMD, il allait peut-être juste dire, je donne tant %,
0,1% de ma fortune et tous ces problèmes-là sont réglés. Alors, vous supprimez le continuum, vous supprimez également le LMD? Non, le LMD, il va être mis en place parce que ça, c'est un système universel. Nous, dans notre système, dans notre projet, dans notre programme de société, nous prévoyons des bourses d'études, 500 bourses d'études d'excellence chaque année pour aller faire des masters et des doctorats. Et on ne peut pas le faire si on n'est pas dans le système LMD parce que c'est un système universel. Maintenant, là, il faut octroyer des ressources à l'université. Le problème de l'université, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, une vision qui n'a pas été vraiment bien structurée. Et c'est tout le problème du Burkina Faso. C'est qu'on n'a pas tenu compte de la croissance démographique. Et aujourd'hui, rapidement, on est devenu très nombreux et on se retrouve avec beaucoup de monde à l'université sans avoir mis la capacité pour accueillir toutes ces personnes, alors que les études sont très importantes. Donc, il faut améliorer les conditions de vie à l'université, augmenter les capacités d'accueil, la capacité de restauration, mettre les infrastructures numériques parce que les LMD supposent que chaque étudiant peut pouvoir faire de la recherche par lui-même et pouvoir venir à son rythme pour avancer. Donc c'est un bon système, mais c'est les moyens qui n'ont pas suivi. Nous mettrons des moyens. Le LMD aussi suppose de recruter beaucoup plus d'enseignants. Et on parlait tout à l'heure de chômeurs. Moi, je connais des étudiants qui ont Bac+5, qui tournent les doigts, qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais il faut envoyer ces étudiants-là devenir des professeurs, aller se former, revenir pour pouvoir s'occuper de l'enseignement supérieur, puisqu'à l'université, on manque d'enseignants. Donc voilà des méthodes et des solutions que nous allons mettre en place pour à la fois régler le problème de l'enseignement supérieur, mais parallèlement aussi la question du chômage. La question du chômage, effectivement, on en parle. Vous êtes un candidat jeune. À ce niveau, vous mettez la priorité sur les jeunes et les femmes. Et pour les jeunes, vous comptez créer combien d'emplois, par exemple? Non, nous avons dit que nous allons créer 300 000 emplois hors fonction publique et hors agriculture, à la fois pour les jeunes et les femmes. Dans quel secteur, par exemple? Non, ça, c'est dans tous les secteurs. On a dit, d'abord, la priorité, c'est la méthode par laquelle on le fait. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des fonds spéciaux qui soutiennent la création d'entreprises individuelles. On parle d'auto-emploi. Mais généralement, on ne fait pas le bilan de cet auto-emploi-là pour se rendre compte, même si ces fonds-là alloués ont marché ou pas. Nous, individuellement, quand vous approchez les gens, vous faites les statistiques, vous voyez que ça ne marche pas parce que seul, on a du mal avec 100 000 francs à créer une entreprise. Ce n'est pas réaliste. Nous disons qu'il faut créer des petites sociétés. L'idée, c'est de regrouper les jeunes de 5 à 10 personnes, les donner beaucoup plus de moyens. S'ils devaient prendre 100 000 francs, ça veut dire déjà s'ils sont 10, ils ont 1 million de francs, ça veut dire que le capital est beaucoup plus grand. Ils sont 10, ça veut dire que c'est 10 idées différentes. Les 10 idées différentes, c'est 10 réseaux différents. Ils ont plus de chances de réussir dans ces conditions-là. Et nous comptons aller dans ce sens et lancer ces entreprises-là pour que ces gens-là puissent employer maintenant en retour d'autres personnes. Donc ça, ce n'est pas pour les entreprises individuelles, familiales, mais plus pour des jeunes qui se regroupent comme actionnaires pour créer... Je suis pour que celui qui a les moyens de créer une entreprise individuelle, tant mieux. Mais si c'est le financement de l'État, ce n'est pas réaliste de donner 50 000, 100 000 francs, 250 000 à quelqu'un et croire qu'il va réussir. Ça va être extrêmement difficile. Alors, la deuxième solution que nous voyons, c'est le système des incubateurs. On parlait tout à l'heure de l'université. Il faut mettre de l'argent pour que ceux qui ont du savoir puissent tirer les autres. Parce que c'est là où on a vraiment l'avenir, dans des économies, dans des entreprises nouvelles et innovantes. Et nous voulons mettre en place des centres incubateurs. Si je prends par exemple un bâtiment comme le bâtiment de BF1 qui doit compter peut-être plus de 30 ou 40 bureaux, on peut réunir des jeunes. Chaque jeune a un bureau. Ça peut être un comptable, ça peut être un qui travaille dans le domaine du marketing, de l'informatique, de la communication. On mutualise en ce moment les coûts parce que lancer une entreprise nouvellement coûte extrêmement cher. Et ces jeunes-là, une fois qu'ils sont là, dans le même bâtiment à travailler, ils échangent un peu leur synergie, ils se tirent vers le haut et les entreprises peuvent réussir parce qu'ils vont créer beaucoup plus de dynamisme. Donc ça aussi, c'est un bassin d'emploi pour les jeunes qui ont fait de très bonnes études. Une autre solution, c'est le parrainage. Vous savez, dans la tradition africaine, nous sommes une tradition de solidarité. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne se ressent pas. Moi, personnellement, chaque année, j'accompagne la création moins de 5 entreprises à 10 entreprises minimum. De gens qui viennent avec des projets, 500 000, 1 million, je les prête l'argent pour essayer de les accompagner. Vous avez les moyens? Non, je n'ai pas trop de moyens, mais c'est un minimum. Alors, imaginez
il y a combien de Burkinabés qui peuvent le faire? Je connais dans mon entourage des centaines de personnes aussi qui peuvent le faire. C'est encourager ces personnes-là, des milliers de personnes à pouvoir accompagner les jeunes, à les parrainer. Beaucoup préfèrent investir dans le béton plutôt que d'aider les jeunes. Moi, j'investis dans le béton, mais je le fais aussi à côté. C'est pour ça qu'il faut inciter les gens à faire le parrainage, parce que c'est une solution d'avenir. Je l'ai découvert au Maroc, quand j'étais en visite là-bas en 2009, et j'ai vu que c'était une très bonne solution. Là-bas, ce sont les retraités qui ont un capital beaucoup plus élevé. Ici, bon, nos retraités n'ont pas les moyens. Sinon, c'est eux qui prennent la participation avec un jeune, qui partagent leur expérience avec ce jeune-là dans son entreprise, aident l'entreprise à grandir et ils se retirent de la société, ils accompagnent quelqu'un d'autre. Ils prennent leur plus-value, tout le monde gagne en ce moment. Donc ça aussi, ce sont des bassins de solutions que nous allons mettre en place et ça va créer des milliers d'emplois, en plus bien sûr de ce que nous avons dit sur les réformes. Et dans le secteur de la santé, par exemple, quelle est votre vision du système sanitaire burkinabé aujourd'hui? Bon, le système... Il y a des choses à améliorer. Absolument. Bon, vous savez tous que le système sanitaire ne fonctionne pas bien, non pas de la faute des principaux acteurs qui sont les agents de santé, mais du manque d'investissement de l'État. C'est un système qui a été pratiquement délaissé, alors que la santé, ça doit être la base aussi du développement économique et social d'un pays. Malheureusement, au Burkina Faso, il n'y a pas de santé de proximité. Donc, il faut rapprocher la santé, la construction des CSPS des citoyens pour que, si vous parcourez les villages du Burkina, il y en a qui font 10 km, 15 km pour pouvoir juste aller consulter pour un palu. Ce n'est pas normal, c'est extrêmement difficile. Donc, nous allons rapprocher les centres de santé, les soins de base des populations. Nous allons faire en sorte qu'au niveau des régions, parce que si nous sommes passés à la régionalisation, il faut que la décentralisation soit une réalité. Mais avant les régions, il faut qu'au niveau des communes, nous ayons des centres médicaux avec antenne chirurgicale. Ce qui veut dire qu'on peut quand même faire des petites opérations bénignes au niveau d'une commune. Maintenant, au niveau régional, nous avons le projet d'envoyer toutes les régions en 5 ans, créer des CHU dans toutes les régions. Ce qui va permettre vraiment aux gens de ne pas tout le temps se déplacer sur Ouagadougou, parce que quand vous êtes gravement malade, on vous dit de vous évacuer parfois sur 500 km. 300 km, vous arrivez totalement fatigué et vous n'arrivez pas à survivre. Donc voilà un problème qu'il faut essayer de régler. Maintenant, Ouagadougou doit être vraiment un hôpital de référence. Il faut mettre les moyens pour élever le plateau technique de tous les hôpitaux, notamment de Ouagadougou et de Bobo, pour que ce soit vraiment des hôpitaux de référence. Maintenant, vous savez aussi que nous avons des maladies nouvelles qui sont notamment le cancer qui arrive et on a des difficultés. Maintenant, pour ce qui est des maladies nouvelles, là, il faut créer des centres de soins spécialisés de haut niveau. Mais ça, on ne peut pas le faire au niveau du Burkina parce qu'il y a beaucoup de maladies et ça coûte extrêmement cher. Mais on peut avoir des centres de référence en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali. Donc ça nous revient encore à cette vision de l'intégration. Si nous sommes vraiment intégrés, ça va être facile. Le problème aussi de la santé, c'est le coût du médicament. Parfois, on vous donne une ordonnance, vous arrivez, on vous dit que ça coûte tant de francs, ben vous êtes découragé parce que vous ne pouvez pas payer les médicaments. La solution aussi pour les médicaments, pour baisser le coût des médicaments, c'est sous-régional. On peut avoir une unité de production de médicaments, par exemple en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont beaucoup plus d'eau, ils sont au bord de la côte et le climat est beaucoup plus favorable. Au lieu d'aller importer les médicaments jusqu'en Inde, en Chine, où c'est très éloigné. Donc voilà un peu les pistes de solutions. Baisser le coût des médicaments, réduire le coût de la santé. Vous savez que le CNT a voté la loi sur l'assurance maladie universelle et que l'État doit prendre toute sa part de responsabilité en prenant en charge au moins 80% de certains soins de santé. Donc nous allons mettre en œuvre cette assurance maladie universelle et nous ferons en sorte qu'il y ait la gratuité des soins pour le mère enfant. Ça veut dire que quand les enfants sont malades ou que ce sont des femmes qui viennent d'accoucher ou des femmes enceintes, il faut la gratuité des soins pour limiter vraiment les décès. La question du logement, qui est aussi une question importante pour les Burkinabés. Comment se loger? Tout le monde veut avoir un toit. Et pour ça, c'est l'avenir qui est un peu tout le temps, c'est ce que redoutent tous les travailleurs. Quelle sera votre solution par rapport à cette question du logement? Mais je veux dire que vraiment, ce qui s'est passé au Burkina après la révolution est un véritable scandale. Surtout quand on est africain et qu'on sait que la terre est sacrée en Afrique. Parce que ce qui fait la valeur de l'Afrique, c'est quoi? C'est l'être humain.
et l'harmonie avec l'environnement. Qui parle d'environnement parle de la terre. Malheureusement, ici, on sait que tous les lotissements ces dernières années ont été chaotiques, ont été bradés. C'est de la spéculation, c'est de la fraude. Nous nous disons, dès que nous sommes à Kosiam, audit de tous les lotissements des 20 dernières années. Pour savoir là où il y a la fraude, c'est comme un peu les crimes économiques et les crimes de sang. Tous ceux qui ont commis des crimes fonciers doivent répondre de leurs actes. Et quand on va faire l'audit, tous ceux qui ont des parcelles qu'ils ont acquis indûment, on va les retirer et attribuer ces parcelles-là à ceux qui n'en ont pas. Les états généraux du lotissement en 2013 ont démontré qu'à Ouagadougou, par exemple, il y a eu 800 000 parcelles loties. Sur les 800 000 parcelles loties, seules 400 000 sont mises en valeur. Le reste là, si ça ne sert à rien, donnons à ceux qui en veulent. Donc nous avons une politique claire en la matière. Il n'y aura plus forcément... Mais il faut avoir aussi les moyens de construire. C'est ce que nous disons. On sait déjà qu'il y en a qui ont beaucoup de parcelles. Sinon, parce que même si on a une parcelle et qu'on n'a pas les moyens, on va essayer de faire un petit toit. Mais la bonne politique en matière de logement, ce n'est pas de donner des parcelles aux gens, justement, mais c'est de leur donner un logement. C'est pour ça que nous disons dans notre programme de société, une famille, un logement social. Parce que si vous êtes déjà travailleur, au lieu de passer tout le reste de votre temps en location, en célibatérium, si on le fait comme on l'a fait sous la Révolution avec la politique des cités, des 1200 logements et autres, vous aurez un logement clé à main. Et avec ce logement-là, vous cotisez pendant 20 ans, 25 ans, c'est-à-dire pendant toute la période où vous travaillez, et vous êtes sûr d'avoir un logement à votre retraite que vous pouvez léguer à votre famille. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un stress permanent. Vous avez votre salaire, vous êtes en location, vous ne savez même pas quand est-ce qu'on va vous expliquer, quand est-ce qu'on va vous dire que le loyer a augmenté de 50%. Bon, je vois que la transition va essayer d'encadrer cela, mais ce n'est pas possible. Même dans les grands pays, le prix du loyer pose un problème. Il faut donner l'accès au logement à tout le monde, notamment à ceux qui sont des travailleurs. Et ça, c'est une priorité de notre programme de société. D'accord. On parle d'économie, hein. Dans le secteur agricole, vous parlez même de créer des emplois dans ce secteur-là. Mais c'est le premier bassin d'emploi. Parce que beaucoup de jeunes qui viennent ici et qui sont au chômage, qui font des petits métiers, ou qui ont travaillé, qui sont là, qui traînent, c'est parce qu'au village, ça ne va pas. Alors, nous travaillons généralement 4 mois au village pour vivre 12 mois dans l'année. C'est extrêmement difficile. Ça veut dire qu'à partir du mois de décembre, tous les jeunes qui sont dans les campagnes seront au chômage pour attendre le mois de mai. Alors, il faut créer de l'emploi à ce niveau. Comment on peut créer de l'emploi? Si vous parcourez le Burkina Faso, la Boucle du Moun, l'ouest du Burkina, un peu partout, même le centre-est, vous avez des cours d'eau. Il faut maîtriser l'eau, il faut faire des retenues d'eau. Et une fois qu'on a les retenues d'eau, il faut aménager des périmètres irrigués. Notre taux d'aménagement des périmètres irrigués pour les terres fertiles est extrêmement bas. Ça ne vaut même pas 1% des terres cultivables. Donc le potentiel est à ce niveau pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle la culture ou l'agriculture en toute saison. À toutes les périodes, comme nous ne sommes pas un pays où il y a la neige par moment, on peut cultiver pendant toute l'année, si on a des retenues d'eau. On peut même aller là où il n'y a pas de possibilité de faire de grandes retenues d'eau, avoir des fourrages profonds, faire sortir de l'eau et puis faire du goutte à goutte. Une fois qu'on aura réglé cela et qu'on peut produire en toute saison, il faut faire la transformation de manière locale. Mais ça aussi, il faut éviter les grandes unités de transformation parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Donc il faut faire des petites unités de transformation qui demandent moins d'énergie. Localement, on peut faire des transformations de la pâte d'arachide, on peut faire des boîtes de conserve en tomates et autre chose, l'oignon qui coûte extrêmement cher et qui est un produit qui se gâte rapidement. Tout cela, on peut les transformer. C'est le cas de la mangue, de l'orange. Développer toutes ces filières-là. Et ces filières-là vont employer beaucoup d'emplois dans le monde agricole, des jeunes et des femmes. Si nous prenons aussi la filière élevage, que ce soit la viande ou le lait, regardez actuellement, au niveau de l'Union européenne, il est interdit d'exporter du bétail sur pied. Si vous voulez exporter un animal vivant entre la France et l'Angleterre, c'est que l'animal est destiné à l'élevage. Autrement, vous devez abattre l'animal en France et exporter la viande en Angleterre.
Quel est l'avantage si on le met au niveau de l'UEMOA? C'est qu'un pays comme le Burkina, qui a beaucoup de ressources en matière d'élevage, nous allons construire des abattoirs à Banfora, à Tiankourou, à Pau, pour ravitailler ces pays-là. Et nous aurons l'avantage d'employer des gens pour tuer ces animaux, mais nous aurons les produits dérivés comme les cuirs, les abats, que nous allons transformer aussi à côté, ce qui va créer aussi beaucoup d'emplois. Il y a la filière laitière qui est là. Nous mettons beaucoup d'argent pour importer du lait, alors que nous avons un circuit d'élevage qui est là. Malheureusement, si nous ne réagissons pas vite, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la paysannerie est en train de mourir, parce que si on tue la poule, on n'a plus d'œufs. Si on n'a plus des œufs, ça veut dire qu'on a mis fin au circuit de l'élevage. Alors que c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter qu'on tue l'animal qui produit la poule aux œufs d'or. Mais si on a des problèmes de santé, si vous regardez dans nos campagnes aujourd'hui, il y a beaucoup de familles où il n'y a même plus d'élevage. Alors que quand nous, on était petits, on partait au village, mais nos grands-parents ne connaissaient même pas le nom de leurs animaux. Actuellement, leurs enfants, qui sont nos oncles au village, chacun a du mal même à avoir 10 têtes d'animaux. Ce n'est pas normal. Alors que c'est vraiment la base du développement du Burkina Faso, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Nous allons redynamiser ce secteur productif-là pour aller au développement. Vous êtes du privé, le secteur privé, c'est une priorité pour vous? C'est une priorité. Le mal du secteur privé, c'est quoi? C'est la collision entre le monde des affaires et puis le monde politique. Vous avez remarqué que ces dernières années, tout le monde se plaint du fait que ce sont les hommes politiques qui sont pratiquement les premiers actionnaires de toutes les sociétés. Quand on vous donne un marché, on vous demande des commissions, des rétrocommissions, ce qui fait que vous n'arrivez même pas à travailler, vous ne pouvez même pas faire des ouvrages de qualité, vous ne pouvez pas payer les impôts. Donc vous-même, vous devenez un corrompu comme les hommes politiques. Donc il faut assainir le milieu des affaires, réinstaurer la confiance en sorte que celui qui a investi 1 franc sait qu'il se bat pour avoir 2 francs. Et que les hommes politiques sont là juste pour que les règles du jeu soient respectées. Vous savez, on le dit en matière de football, si l'arbitre est contre vous, vous ne pouvez pas gagner le match, quelles que soient vos qualités. Alors que l'arbitre, c'est l'homme politique. Il doit être neutre, il doit être impartial. Et nous ferons en sorte qu'une fois arrivé aux affaires, il n'y ait pas de collision entre le milieu des affaires et le milieu politique. Maintenant, la dynamisation ici du secteur privé qui doit employer le maximum de personnes, parce que même quand on parle d'unité de production, c'est le secteur privé qui va le faire, c'est de l'accompagner. D'abord par les incitations. On a parlé d'agriculteurs tout à l'heure. Nous comptons mettre par exemple une banque agricole en place pour permettre aux grands agriculteurs familiaux d'avoir des crédits pour pouvoir devenir eux-mêmes des agro-businessmen parce qu'ils ont du savoir-faire. Donc ce sont ces méthodes-là qu'il faut mettre pour développer le secteur privé dans des filières porteuses. Donc les accompagner avec les crédits, ça peut être la bonification des taux d'intérêt. Ça veut dire que l'État peut dire à une banque, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, que ce soit les jeunes ou quelqu'un du secteur privé qui a une bonne idée, mais s'il prend 10 millions et que le taux d'intérêt est de 500 000 francs, c'est l'État qui va payer le taux d'intérêt, mais on n'a pas les 10 millions à donner à la personne. Donc ça, c'est des mécanismes qui vont permettre au secteur privé d'émerger. Parce qu'avec le potentiel agricole qu'on a, avec la filière karité, mangue, cajou et autres, le Burkina Faso doit pouvoir consommer, atteindre l'autosuffisance et exporter, à commencer par la sous-région et pourquoi pas dans le monde entier. Moi, je voyage parfois, je vois des produits au niveau des aéroports ou ailleurs. Je suis fier de voir qu'on dise du karité venant dans le produit. Là, tu lis, c'est fièrement dit qu'il y a du karité du Burkina Faso dedans. Alors, pourquoi ne pas produire ces produits-là ici avec des joint ventures, comme on le dit? Parce que ce qui nous manque aussi, c'est les labels de qualité, les normes. Pour exporter aux États-Unis, en Europe, les normes sont des barrières. On dit à la mondialisation, il n'y a plus de barrières, mais malheureusement, les normes là sont des barrières qui nous bloquent. Mais si on se met en partenariat avec une entreprise américaine ou européenne, eux, ils vont nous amener un savoir-faire qui font qu'on va transcender cette norme qui nous bloque là et exporter. Moi, j'ai un ami qui a visité le Burkina une fois, je crois que c'était en 2008, et je lui ai servi du jus de gingembre. Un qui était aux États-Unis, il m'a dit qu'il faut qu'il amène le gingembre là-bas parce qu'il n'a jamais goûté un jus aussi bon. Mais imaginez si on arrivait à dire à McDonald's qu'il faut que dans son circuit de distribution, en plus de Coca-Cola et du Sprite, là, il y a du jus de gingembre. Imaginez ce que ça va apporter au Burkina Faso. Cela est possible.
Il faut rêver et travailler à cela. Et tout ça doit être soutenu par quand même une politique énergétique qui permette effectivement au secteur privé aussi de prendre son envol. Hein. Absolument. On parle par exemple des unités de transformation, tout ça, ça demande de l'énergie, comme vous l'avez dit. Mais là, il faut une politique qui va avec, quand on sait aujourd'hui que l'énergie, c'est un problème pour les Burkinabés. L'énergie est un problème pour le Burkina Faso. Nous proposons concrètement la réalisation de centrales solaires de 300 MW, ce qui va couvrir largement notre déficit actuel et avoir un surplus de 50 à 40 MW de plus. Plusieurs centrales basées justement dans des zones de production et autour des grandes villes. Parce que quand on parle d'énergie aussi, beaucoup de gens oublient que l'énergie se transporte et que dans le transport de l'énergie, il y a des déperditions. Quand le réseau est vétuste, vous avez des problèmes. Beaucoup de délestages que nous vivons, surtout dans les interconnexions, tous les jours, la Sonabel a des coupures, il y a des pylônes qui tombent. Donc l'avantage avec les centrales solaires, c'est qu'on peut faire des unités délocalisées par région, pourquoi pas, mais surtout autour des grandes villes. Donc ça va être des unités de proximité. Il faut aussi subventionner le solaire pour les villages, parce qu'on a parlé d'éducation, on a parlé de santé. Si on peut subventionner des lampes solaires pour les ménages qui sont dans les villages, je crois que c'est extrêmement important et nous le prévoyons dans notre programme. Pour les unités de transformation, comme nous le disons, le Burkina Faso a l'avantage de ne pas être un grand pays, 274 000 km² en superficie et d'avoir 18 millions d'habitants avec une grande partie dehors. Donc, ce qui veut dire que les unités de production dont nous avons besoin, ce n'est pas forcément des unités qui produisent beaucoup. Mais on peut dimensionner avec des petites unités et multiplier ces unités-là autour justement des points de production. Donc si on met en œuvre par exemple avec le pôle de croissance de Bagré qui est en train de se réaliser, l'unité de transformation doit être carrément localisée au niveau du pôle de croissance de Bagré pour transformer tout ce qui est produit localement et on aura une unité solaire ou hydroélectrique puisque c'est un grand barrage. Ça va nous soulager. Mais une solution aussi que nous avons pour la consommation des ménages, surtout dans les grandes villes, nous disons par exemple que si nous sommes élus, on va évaluer la consommation d'énergie de BF1. Et à partir d'un certain kilowattheure consommé, vous aurez l'obligation d'avoir 50% de panneaux solaires. Je ne sais pas si vous avez du solaire ici ou pas, mais il faut vous préparer à cela parce que ça va arriver. Par exemple, si vous prenez les grandes ambassades qui sont là où les grands ministères de l'État, s'ils doivent consommer 50% de solaire, le surplus d'énergie qu'on va dégager va permettre d'alimenter. Faut-il qu'il y ait une politique de promotion du solaire également? Non, actuellement le solaire, franchement, il faut le dire, le solaire ne coûte pas cher au Burkina parce que c'est pratiquement détaxé. Je suis dans le domaine du transit, je vous l'ai dit, il n'y a même pas pratiquement de droits de douane dessus, c'est très faible. On peut toujours faire des efforts dans ce sens, mais c'est extrêmement bas. Et si on dit à une ambassade ou bien à BF1 de mettre quelques panneaux solaires, je pense qu'ils ont les moyens de le faire par rapport à un ménage qui est à Karpala. Maintenant, par exemple, celui qui est à Karpala, la solution c'est quoi? C'est qu'on peut donner l'avantage à un privé qui va s'installer dans ce secteur-là aussi, mettre une petite unité de transformation, une unité solaire qui va ravitailler un quartier. On n'a pas besoin d'avoir de grandes unités. Lui-même, à son niveau, il peut alimenter sa propre famille et vendre le surplus aussi à la Sonabel qui va alimenter les gens autour de lui. C'est un peu ce qu'on voit dans certaines zones non loties où quelqu'un a un groupe électrogène qui l'allume la nuit et il donne le courant un peu à certains voisins. On peut le faire avec le solaire. Maintenant, il faut aller dans ce sens. En matière solaire, effectivement, il y a ce projet-là avec FEM-ONG, le Fonds pour l'environnement mondial, qui a réussi à permettre à des grands-mères burkinabés d'aller en Inde se former, qui sont revenus et qui produisent le solaire dans leur village. En tout cas, c'est une belle expérience aussi qui pourrait être multipliée sur l'ensemble du pays, dans les zones reculées. On va parler peut-être de culture. C'est un secteur aussi, on le dit, le Burkina, c'est un pays de culture. Tout le monde en parle, mais voilà un secteur où les acteurs se plaignent toujours du manque d'investissement. Vous comptez faire quoi? Non, concrètement, la culture, c'est l'âme d'une nation. Les États-Unis gouvernent le monde à travers leur culture. Il ne faut pas l'oublier. Et le Burkina est riche en culture. Regardez ce qu'on a inventé. Le FESPACO, le CIAO, la SNC. On est très dynamique en matière culturelle. Maintenant, nous disons qu'il faut que ça soit véritablement une vitrine. Il y a plusieurs leviers à ce niveau.
il faudrait qu'on ait, par exemple, au niveau de nos ambassades, pour parler de l'extérieur, des maisons du Burkina Faso où cette culture-là va être promue, que les gens aient envie de venir regarder cette culture et financer dans le domaine de cette culture. Parce que si cette diplomatie culturelle à développer. Parce que ce qui manque, c'est les moyens. Si déjà quelqu'un regarde un peu les pas de danse de telle ou telle ethnie du Burkina Faso et que c'est un artiste de haut en vol aux États-Unis, en France, et qu'il a envie de prendre ses pas de danse ou cette musique-là, il peut venir le faire. On se rappelle de Manu Dibango qui a composé certaines mélodies qui ont été reprises même pour le mondial en Afrique du Sud, Waka Waka. Donc vous comprenez qu'il faut que nous ayons une diplomatie aussi qui vende notre culture. Maintenant, nous disons que sur le plan, sur le plan national, nous devons avoir des accords aussi de coopération avec les artistes internationaux qui viennent se produire au Burkina Faso, qu'ils essaient aussi de tendre la main à nos artistes, musiciens ou de cinéma nationaux. Si vous avez un grand artiste qui vient ici, sa première partie peut être faite par des Burkinabés, et s'il va se produire... La loi le recommande d'ailleurs. Voilà, et s'il va même se produire dans un autre pays, un pays développé, il peut choisir, pourquoi pas, d'inviter un artiste burkinabé à aller faire sa première partie. C'est comme ça aussi que nos artistes vont voyager et être connus. Sinon, quand on écoute la musique burkinabé actuellement, c'est une musique de qualité. Mais il faut aussi financer la recherche en matière culturelle pour qu'on ne continue pas, parce qu'avec le développement, moi-même je suis né à Ouagadougou, mais je vous le dis, je sais parfois beaucoup plus de choses que mes cousins qui sont restés au village parce qu'il y a une déperdition. Donc ça aussi, il faut... Par exemple, dans nos ambassades, il y a des postes d'attachés culturels, mais on ne voit pas véritablement ce que ces services-là apportent. Voilà, c'est pour ça la promotion de la culture. Absolument, il faut qu'il y ait des vitrines, il faut qu'on ait des maisons comme le centre culturel français aujourd'hui qui organise des activités. Ce sont ces attachés-là qui doivent le faire. Moi, j'ai visité une fois l'ambassade du Burkina à Bruxelles, quand le président de la commission, Kadri Désiré Ouedraogo, était toujours ambassadeur là-bas. Je leur ai dit, il faut même utiliser les TIC. Vous êtes assis avec des documents papier. Si quelqu'un même ne sait même pas où est localisée votre ambassade, comment il va venir même pour voir où se trouve le Burkina Faso? Mais sur Internet, vous pouvez être agressif. Avec 2 ou 3 personnes seulement qui sont sur le net, qui vendent le Burkina Faso, qui font en sorte que quand quelqu'un veut venir en Afrique, en cliquant culture ou tourisme, il voit que sur la première page, il y a la référence Burkina Faso parce que vous êtes organisé sur le net et que vous sensibilisez les Burkinabés à visiter cette page-là régulièrement. Vous voyez que la personne va se dire, mais tiens, c'est quoi ce pays-là? En regardant, il clique, il voit qu'on a une culture extraordinaire. Le cinéma africain, c'est le Burkina Faso. Il se dit, mais je veux peut-être aller voir des animaux. Il pensait au Kenya, mais il voit que lui, il est francophone. Il voit qu'il y a un pays africain qui a pratiquement les mêmes animaux que le Kenya. Il va venir ici, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les nouvelles technologies. On ne parle pas de Facebook et de Twitter. Malheureusement, nous avons un système administratif et c'est prévu dans les réformes. Dans la partie République exemplaire du Burkina Faso, bâtir une République exemplaire, il faut des réformes aussi administratives. Nous avons une administration qui est un peu dépassée sur ce plan-là. Et ça aussi, c'est un bassin d'emploi. Si on doit recruter des jeunes qui ont fait l'informatique, de la communication, pour vendre notre culture. C'est ce qui nous manque actuellement. Voilà. Le sport. Vous avez aussi en la matière, dans votre programme, une politique pour développer le sport burkinabé. Aujourd'hui, on parle du business aussi dans ce secteur-là. Il y a des pays comme le Brésil et bien d'autres, l'Éthiopie par exemple, qui ont réussi à développer ce secteur qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi des entrées d'argent. Absolument. Même la Côte d'Ivoire et le Ghana à côté en matière de football ont développé des initiatives à travers les centres de formation. Et aujourd'hui, c'est de belles vitrines. Je suis sûr que si quelqu'un veut venir en Afrique de l'Ouest, il va préférer peut-être aller visiter le pays de Didier Drogba si c'est un passionné de football, parce qu'il ne viendra pas au Burkina Faso. Alors que nous avons aussi des talents, nous l'avons démontré, on a joué une finale de la CAN il y a encore 2 ou 3 ans. Donc, il faut une politique. Et le sport ne coûte pas extrêmement cher. Parce que quand vous faites une infrastructure sportive, ça dure. Le stade du Katout dure depuis combien d'années? C'est 25 ans. Donc les infrastructures durent beaucoup plus longtemps. Et jouer au football, c'est de payer un ballon, même à pieds nus, on peut le faire. On ne parle pas de l'athlétisme,
où tout simplement on sort et puis on court, on détecte les talents. Donc il faut des infrastructures. Maintenant, il faut organiser les compétitions. C'est là où le Burkina pêche beaucoup en matière de sport. Les compétitions, par exemple, du football, c'est juste le championnat national à un niveau élevé des juniors. Alors que c'est dès le bas âge qu'il faut détecter les gens, les talents et les orienter. Si vous avez quelqu'un qui est bon en football, c'est dès les minimes qu'on les regarde. Lionel Messi a commencé à jouer au Barça alors qu'il n'avait même pas 10 ans. Donc, on le détecte très tôt, on commence à l'encadrer. Et ce talent-là ne peut pas réussir parce qu'il a de la qualité. C'est la même c'est la même chose en matière d'athlétisme. Regardez la Jamaïque, un petit pays. C'est les États-Unis qui dominaient l'athlétisme du monde. La Jamaïque a mis une politique en place en matière de sprint actuellement. Dans le monde, ce sont les Jamaïcains qui dominent. Regardez aussi, qu'est-ce que je voulais dire, en matière d'athlétisme, en matière de football, vous avez parlé du Brésil. Si vous regardez le dernier championnat d'Amérique, ce n'est pas le Brésil qui l'a remporté, ce sont des petits pays parce qu'ils ont mis des politiques en place. Et moi, je me dis que nous mettrons les moyens pour le sport parce qu'au-delà de cette vitrine, qui est une vitrine pour la promotion du business, c'est aussi pour la santé. On sait que tous ceux qui font du sport se portent mieux. Donc le sport, c'est une bonne question de santé aussi. Voilà. On est en fin d'émission. Vous regardez droit dans cette caméra et vous nous dites aux Burkinabés pourquoi ils doivent voter pour vous. Mais ils doivent voter Victorien Tougma parce que, premièrement, je vais défendre les valeurs africaines. Nous sommes un parti panafricaniste, donc nous souhaitons la paix et le Burkina a besoin de paix et de stabilité pour se développer. Mais on ne peut pas se développer aussi dans le mensonge. C'est pour ça qu'il faut se dire la vérité. Ceux-là qui ont géré ce pays pendant 30 ans, qui n'ont rien apporté, ne peuvent pas apporter de solutions maintenant. Il faut renouveler donc la classe politique pour aller à une nouvelle politique. Donc nous prenons une alternance générationnelle. Et parmi cette génération que nous voulons qu'on porte aux affaires, nous pensons être l'homme de la situation au vu de notre parcours dans le milieu associatif, parce que nous avons démontré notre leadership dans le milieu associatif et dans le milieu politique. Et nous venons de le constater sur ce plateau même que si c'est des solutions pour les Burkinabés, nous avons des solutions à travers notre programme de société. Donc le 29 novembre, votez Victorien Tougma, président du FASO, et vous verrez que le changement sera non seulement rapide et de qualité pour tous les Burkinabés. Je vous remercie. Merci. Vous êtes Victorien Barnabé Wenkouni Tougma, candidat du MAP, le Mouvement africain des peuples. Vous êtes candidat donc à l'élection présidentielle du 29 novembre prochain. Vous voulez vous installer à Kosiam. Merci d'être passé dans l'heure du candidat. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À très prochainement avec un autre candidat à la présidentielle. Bonsoir.